Bonjour Enrico Letta. Bonjour. Alors, vous avez été président du Conseil, Premier ministre italien en 2013-2014, plusieurs fois ministre en Italie, aussi député européen. Aujourd'hui, vous vivez à Paris. Vous êtes le doyen de la prestigieuse École des affaires internationales de Sciences Po et depuis peu, le président de l'Institut Jacques Delors. C'est un institut d'analyse, d'études, de recherche, un think tank, comme on dit en bon français, sur les enjeux européens qui portent le nom donc, de l'ancien président de la Commission européenne, le français Jacques Delors. Alors, on peut le dire, le mot est faible, l'Europe est en crise, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que vous avez vécu le Brexit, le non des Britanniques à l'Union européenne? Pour vous, c'est une catastrophe ou au contraire, ça peut être une chance pour l'Europe? Bon, écoutez, les deux, parce que ça a été une catastrophe. On aurait beaucoup voulu l'éviter. C'est quelque chose qui va être négatif pour les Britanniques et donc aussi pour nous tous. Mais maintenant, il faut prendre le positif de tout ça. Donc, il fallait une crise pour rebondir, relancer. Donc, il faut partir de là et il ne faut pas attendre. Alors, justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il faut se dépêcher de négocier ce Brexit? Le président Obama l'a encore dit ce week-end qu'il faut ne pas perdre de temps. Vous êtes d'accord? Écoutez, moi, je pense qu'il faut séparer désormais les deux choses. La relance de l'Europe à 27 et de l'Europe des pays de l'euro ne peut pas attendre le divorce du Brexit. Parce qu'il est clair que les Britanniques, ils ne sont pas prêts, ils n'étaient pas prêts, ce qui est terrible, c'est tout ce qui était pour le Brexit n'avait absolument pas préparé de plan B. Que allait-il se passer? Ils ont presque été surpris de leur victoire, d'une certaine manière. Oui, je trouve, jette une ombre sur les dirigeants britanniques qui ont géré tout ça. Mais maintenant, le point est, la négociation sur le divorce va prendre du temps. On ne peut pas attendre pour la relance. Donc moi je dis, il faut changer la séquence. Il faut partir par la relance. Et parallèlement, il faut négocier un bon accord de sortie. Alors, à propos de négociations de sortie du Brexit, donc, on a appris que l'ancien président de la Commission européenne, le portugais José Manuel Barroso, allait travailler pour la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, justement donc, pour gérer les conséquences du Brexit. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nomination? Bon, écoutez, il est sorti il y a 2 ans de la Commission. C'est un homme libre, il a fait son choix. Goldman Sachs n'est pas le top des brands maintenant pour donner de la confiance aux gens, mais voilà, il a fait son choix. En même temps, est-ce que ça n'illustre pas la connivence entre certains responsables politiques, notamment européens, et le monde des affaires, le monde de la finance? Il a fait son choix. Moi, je n'ai pas fait ce choix. Il ne faudrait pas que l'Union européenne interdise ce genre de passage dans le privé pour des anciens présidents de la Commission? Oui, c'est ça. Il y a une période qui est une période du temps aussi pour les commissaires européens, pour tous les gens qui ont eu des responsabilités, une période dans laquelle ils sont obligés à ne rien faire. Et je pense que c'est juste que ce soit comme ça, parce qu'en effet, le lien entre les grandes boîtes d'affaires et les institutions européennes doit être... il doit y avoir une séparation. Mais une fois passé ce temps, comme vous dites, M. Barroso est un homme libre. Il a fait son choix. Alors, on revient au vote des Britanniques. Certains ont dit qu'il faudrait peut-être un deuxième référendum. Le premier résultat, le vote exprimé par les Britanniques, doit être respecté, pas question de revoter? Bon, écoutez, c'est à eux. Il y a quelqu'un qui parle après de Brexit, de return. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ce que je pense, c'est que ce n'est pas à nous de le dire. Nous, on doit respecter le vote. Ils ont voté, donc on doit leur demander d'être sérieux avec le vote, parce que leur vote nous concerne à nous tous. Il y a des conséquences pour toute l'Europe continentale. Il y a une incertitude dans les marchés, il y a des choses qui doivent être réglées. Et vous imaginez combien de gens sont en train d'écouter cette émission, et ce sont des Français ou des Italiens, des Espagnols qui vivent et travaillent en Grande-Bretagne et qui ne savent rien sur leur futur. Donc il va y avoir des incertitudes qui vont faire baisser la croissance. Parce que les investisseurs vont dire qu'est-ce que ça va être ce divorce? Combien ça va durer cette négociation? Parce que l'économie n'aime pas les incertitudes. Mais je pense la vie aussi n'aime pas les incertitudes. Donc moi je pense qu'il faut être clair et demander qu'il soit cohérent. Si un gouvernement après le gouvernement Cameron va décider autrement, naturellement, on est prêt à discuter. Alors, Enrico Letta, on le dit partout, l'Europe ne fait plus rêver. De plus en plus de gens disent que l'Europe n'est pas la solution, mais qu'elle est le problème. Comment l'Europe en est-elle arrivée là? Bon, écoutez, je pense qu'il y a un problème démocratique, c'est-à-dire les gens disent l'Europe compte dans ma vie, mais je ne peux pas changer les leaders européens, alors que je peux changer le leader de ma ville, le leader de mon gouvernement national, mais je ne peux pas changer les leaders européens. Donc là, déficit démocratique. Il y a un problème démocratique qui existe. Il faudrait introduire une façon pour chaque citoyen
d'être censé décider sur les leaderships européens. Et vous avez une réponse pour moi, ça? j'ai toujours aimé beaucoup l'idée d'avoir une élection directe du président de la Commission européenne. Ce serait, je pense, un très beau challenge entre les différents candidats. Moi, je serais ravi de voter pour un Belge ou un Espagnol plutôt qu'un Italien. Si l'Italien le candidat italien, je ne l'aime pas. Et je pense que c'est exactement la chose que voudraient faire beaucoup d'autres. Vous réservez aussi certains députés européens dans une circonscription européenne? Ça, ce serait l'autre chose, parce que chaque député européen représente son pays et sa circonscription électorale. Personne ne représente l'entier. Et si vous ne représentez pas le total, vous n'avez pas un intérêt général. C'est seulement l'aspect local, ce qui ne va pas bien. Donc, premier, déficit démocratique. Le deuxième, je pense qu'il faut retourner au concret. Moi, je suis vraiment lié à Jacques Delors, parce que Delors, c'était l'Europe des idéaux, mais l'Europe du concret. Oui. Delors a été celui qui a fait naître les conditions pour lesquelles aujourd'hui on peut voyager avec les vols low cost en Europe. Comment est-ce que l'Europe... Alors il faut être concret. Comment l'Europe montrerait aux Européens qu'ils s'occupent de problèmes concrets? Moi, je vous dis une première chose, la sécurité. Il faut une Europe qui protège les citoyens. Les citoyens ont l'impression de n'être pas protégés aujourd'hui. Par exemple, terrorisme, on a vu ce que ça veut dire. Les intelligences qui travaillent complètement d'une façon séparée. Alors, il faut créer une intelligence européenne qui soit en condition d'éviter ce qui s'est passé entre la Belgique et la France. On connaît très bien cette histoire. Les migrations. Il faut naturellement un grand plan pour gérer en termes de quotas et tout le reste, mais il faut aussi donner aux Européens, aux citoyens européens, l'idée que la frontière extérieure de l'Europe est gérée. Aujourd'hui, on a l'idée qu'elle est hors contrôle. Donc il faut 5000 hommes de tous les pays européens. Des gardes-frontières européens. Un corps de garde frontière européenne dont on ne puisse pas dire c'est les Grecs qui gèrent mal leurs frontières, ou c'est les Italiens, ou c'est les Polonais, mais c'est une responsabilité de nous tous. C'est la seule façon pour éviter qu'on se batte pour éliminer les frontières entre nous, ce qui serait un désastre. Alors justement, vous parlez de frontières, on a vu des images des immigrés, des réfugiés qui arrivent en Europe. Est-ce que, d'après vous, Angela Merkel, la chancelière allemande, a eu raison d'accueillir plus d'1 million de réfugiés en Allemagne? Je pense qu'elle a fait un choix qui a été un choix de perspective très important, parce que l'Allemagne, sans ses immigrés, n'avait pas de futur. Vous savez, la différence vraie entre l'Allemagne et la France, c'est que la France a des enfants. L'Allemagne, non. Vous pensez que c'est d'abord une raison démographique qui a poussé la chancelière? Je pense pour une moitié, c'est une raison démographique. L'Allemagne, sans avoir immédiatement des centaines de milliers de jeunes immigrés, n'est pas en condition d'assurer son futur. Donc là, ce côté-là était très important. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas faire comme beaucoup de pays européens font, que l'arrivée de 5000 personnes devient quelque chose d'ingérable. Il faut être en condition de gérer tout ça. Vous savez, ce matin, dimanche matin, on a fait ce grand remise de diplôme à Sciences Po. Et on a eu, avec tous ces étudiants, ils étaient ravis parce qu'on a eu comme grand speaker le leader, le directeur de l'agence de l'ONU des réfugiés. Et il a raconté son histoire, ce qui est en train de se faire. Et vous savez aussi, il faut l'expliquer aux gens, c'est pas une crise quelconque. C'est la plus grande crise après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est devant quelque chose d'épocal. Il faut le gérer avec intelligence, mais il faut aussi protéger nos citoyens. Pour revenir au désamour entre le citoyen européen et l'Union européenne, les partis populistes gagnent du terrain à chaque élection. Ils pourraient encore en gagner aux prochaines élections. En Italie notamment, il y a le fameux mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Quel est le signal qui est envoyé aux responsables politiques par les citoyens européens? Moi, je pense que le signal le plus important est assez avec la politique du passé. C'est pour ça que, par exemple, moi je pense qu'on ne peut pas mettre dans la même basket tous les mouvements qui ne sont pas partis traditionnels en les appelant comme populistes. Je pense qu'entre le 5 étoiles et Marine Le Pen, il y a une grande différence, par exemple. L'attitude des 5 étoiles vers l'Europe est moins négative que celle de Marine Le Pen. Mais le point essentiel, c'est que tous ces mouvements disent aux partis traditionnels assez avec la politique à l'ancienne. Quand je dis la politique à l'ancienne, je dis par exemple les politiciens qui passent 40 ans de leur vie en passant d'un fauteuil à l'autre sans avoir jamais connu la vie réelle, c'est-à-dire le travail.
Je pense que ça, c'est un point essentiel. Et moi, je l'ai vécu dans ma vie même. J'ai décidé de démissionner du Parlement italien après 16 ans et de dire il y a une vie hors de la politique, il faut la vivre avec un travail. Et ça vous pousse à être citoyen engagé dans les choses politiques, même si vous n'êtes pas parlementaire. Alors on voit aussi que ces partis populistes ou dits populistes attirent de plus en plus les classes moyennes ou les classes défavorisées, les classes qui basculent donc dans la fragilité. Ça veut dire que les inégalités aussi se creusent, les inégalités sociales, financières en Europe. C'est un vrai problème pour l'Europe. Le grand signe est la séparation que la globalisation, la mondialisation a fait. Il y a des perdants et il y a des gagnants. L'Europe ne peut pas se concentrer sur les effets des gagnants de la globalisation, de la mondialisation. Il faut qu'on protège aussi les perdants, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui ne parlent pas les langues, ceux qui ne vivent pas d'une façon cosmopolite, ceux qui ont peur pour leur avenir. C'est pour ça que je citais quelques aspects qui sont liés au mot protéger. Donc je pense que le futur de l'Europe doit être un futur dans lequel le mot l'Europe qui protège ses citoyens devient la chose la plus importante. Et alors ce sera ma dernière question, Enrico Letta. Il va y avoir des élections importantes en France l'année prochaine, en Allemagne, il y a un référendum en Italie à l'automne. L'Europe devrait être l'enjeu prioritaire de ces élections, en tout cas en France et en Allemagne? Bon, écoutez, l'Europe sera l'enjeu prioritaire, comme elle l'a été en Espagne, comme elle le sera dans les prochaines élections. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté et je crains et j'espère que les leaders de tous nos pays soient en condition de ne pas attendre, de ne pas dire on va faire tout ce qui est nécessaire après les élections. Là, c'est un appel aussi aux leaders français. On ne peut pas attendre une initiative française après mai 2017. On ne peut pas attendre une initiative allemande après septembre 2007. On ne va plus rien trouver. Merci beaucoup, Enrico Letta, d'être venu nous donner votre sentiment sur la situation actuelle de l'Europe et sur l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup. Merci.